Je m'appelle Salomé Vasseur-Kessou, j'ai 41 ans et le mardi 14 octobre à 18h47 exactement, je me suis garée devant le restaurant de l'homme avec qui je vivais depuis 9 ans en croyant que j'allais célébrer un anniversaire et 380 000 euros plus tard, j'ai compris que je n'étais qu'une étape de financement. Je tenais encore sous l'ongle du majeur droit une fibre rouge d'une tapisserie d'Aubusson que j'avais finie le matin même pour le musée Fabre, et je me souviens d'avoir essayé de la retirer en sortant de la voiture, comme si c'était la chose importante. Devant moi, la vitrine du restaurant était trop éclairée pour un mardi soir, et au fond, dans la lumière chaude de la salle, j'ai vu une silhouette de femme blonde, avec un collier de perles fines, qui souriait derrière le bar, comme si elle était chez elle. Adrien m'avait dit 2 semaines plus tôt, avec cette voix douce qu'il sait prendre, qu'il y avait quelque chose qu'il fallait absolument qu'on se dise, et qu'il préférait qu'on se le dise là, dans le restaurant, parce que c'était là que tout avait commencé. J'avais pensé fiançailles. J'avais pensé peut-être enfin un enfant. J'avais même, je crois, pensé une phrase entière qui disait « Je suis prête ». Une cliente qui sortait m'a souri en passant et m'a dit « Oh, madame, c'est une belle soirée chez vous ce soir ». Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas encore le vocabulaire pour cette soirée. Avant que je continue, prenez une seconde. Si vous regardez en faisant la vaisselle, en conduisant, en pliant du linge, ou parce qu'il est 3 heures du matin et que vous ne dormez pas, je veux savoir d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Mettez-le en commentaire, j'y reviens vraiment. Mettez un like si l'idée d'avoir donné votre confiance à quelqu'un qui s'en est servi comme d'une carte bancaire vous parle. Et abonnez-vous, parce que la suite n'est pas du tout celle que vous croyez. Maintenant, laisse-moi t'emmener au début. Je suis née à Montpellier en 1984. Ma mère est kabyle, originaire d'un village au-dessus de Tizi Ouzou. Mon père était ébéniste à son compte, rue de l'Aiguillerie. Et chez nous, on disait peu de choses, mais on les disait bien. Ma mère ne m'a jamais dit « je t'aime » à voix haute. Elle repassait les chemises de mon père à minuit en chantant à mi-voix une chanson kabyle dont j'ai oublié les mots et dont je reconnais encore l'air. Mon père, lui, ramenait à la maison des morceaux de bois qu'il caressait avec le pouce avant de me les donner pour que je les sente. C'est lui qui m'a appris que les objets ont une mémoire. À 11 ans, je l'ai regardé pendant 3 mois restaurer un vieux haïk de sa propre grand-mère sur la table de la cuisine. Et j'ai compris ce jour-là que les tissus retiennent les morts mieux que les photos. C'est devenu mon métier. À 12 ans, je savais déjà que j'allais restaurer des choses. Mon père est mort d'un cancer du pancréas en mai 2008. J'avais 23 ans. Ma sœur Yasmine en avait 18. Il m'a laissé l'appartement haussmannien de la rue de la Loge et un portefeuille modeste, environ 380 000 euros au total. Et la phrase « Tu fais ce que tu veux, mais tu ne signes rien que tu n'as pas relu 3 fois, ma fille ». Ce sont les dernières vraies paroles que j'ai eues de lui. Je les ai oubliées au moment exact où il aurait fallu m'en souvenir. Et j'admets ça, parce que je n'aimerais pas qu'on me le dise dans une autre bouche. Je n'admettrai ça à personne d'autre qu'à toi qui m'écoutes. À 26 ans, j'ai fini l'INP à Paris, je suis rentrée à Montpellier, j'ai monté mon atelier dans la dépendance d'un mât à la Boissière, et pendant les 6 années suivantes, j'ai restauré des tapisseries pour des musées et des collectionneurs privés. Je gagnais entre 65 000 et 78 000 euros net par an. J'avais mis de côté presque 240 000 euros sur un livret, et je vivais seule, bien, calme, avec une plante qui ne mourait pas et un chat qui s'appelait Carmin parce qu'il avait une tache rouge sur la patte. Ma sœur Yasmine, devenue pédiatre à Lyon, m'appelait le dimanche soir et me disait toujours la même chose. « Tu travailles trop, tu manges seule, viens. » Je riais. J'avais 40 000 bonnes raisons d'être seule et aucune mauvaise. Et puis un soir de juin 2016, à un vernissage à la Panacée, une amie commune m'a présenté à un homme qui s'appelait Adrien Lefranc. Il avait 35 ans, il était chef cuisinier, il venait de reprendre une brasserie dans le quartier Écusson qu'il avait nommée Les Jardins de Mireille, du prénom de sa mère. Et il m'a regardée comme si j'étais la seule femme dans la pièce. Je ne suis pas idiote. Je sais que ce regard-là
N'importe quel homme qui a un peu de pratique sait le faire. Mais ce soir-là, j'avais bu un verre de vin de plus que d'habitude, et j'avais oublié d'être méfiante. La première fois qu'il a parlé de l'argent, c'était presque 3 ans plus tard. Le restaurant n'allait pas, jamais. Il avait des dettes fournisseurs, des charges en retard, un crédit bail sur le matériel de cuisine qu'il n'arrivait plus à honorer. Il avait pleuré, une seule fois, dans la cuisine de mon appartement, en me disant que son père lui avait refusé l'aide à 19 ans pour son premier restaurant qui avait fait faillite, et qu'il ne voulait pas vivre la même chose une seconde fois. Il ne m'a pas demandé. C'est moi qui ai proposé. Je l'ai écrit moi-même sur un papier à carreaux dans la cuisine, le 18 février 2021. Je me souviens même du chiffre du calendrier accroché au frigo. Je lui ai dit « On va faire les choses bien. Je te prête 380 000 €. On signe une convention de prêt remboursable sur 7 ans, taux symbolique 2%, et tu remontes le restaurant. » Il m'a embrassé sur le front et m'a dit « Tu es la femme la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée. Je te rendrai chaque centime. » La convention a été tapée par un comptable que je ne connaissais pas, un certain Olivier Manciet, un ami à lui. J'ai relu 2 fois, pas 3. C'est là que j'aurais dû entendre la voix de mon père. Je l'ai signé le 22 février, 2 exemplaires, et le virement est parti le lendemain depuis mon livret au Crédit Mutuel. 380 000 €. J'ai mis ma copie dans le classeur en carton beige où je range tout ce qui compte. Je me suis dit voilà, c'est fait, on est tranquille. Je ne le savais pas encore, mais j'avais signé exactement la première phrase de l'histoire qu'on était en train d'écrire contre moi. Pendant 3 ans après ça, j'ai été la femme du chef. Pas la femme du chef au sens où l'on se promène en robe le samedi soir, non. Plutôt celle qui finit ses tapisseries à 2 heures du matin, qui paie sa part du loyer et la moitié des courses sur ses propres revenus parce que monsieur a besoin de toute sa marge pour le restaurant, qui passe des Noëls chez la mère de monsieur à Castelnau-le-Lez où monsieur a besoin de paraître un fils accompli, qui sourit à des clients en salle quand il faut faire des photos, qui prête sa voiture quand celle du restaurant tombe en panne. Mireille Lefranc, sa mère, ne m'a jamais aimée. Elle me disait toujours « ma chère » avec ce léger glissement de voix qui voulait dire l'inverse. Elle me regardait les cheveux comme si elle voulait les redresser. Elle me posait des questions sur mon père comme si elle vérifiait quelque chose. Et un soir, à l'apéritif, devant Adrien, elle a dit en riant « Vous savez, Salomé, mon fils a beaucoup de chance, vous avez tellement à offrir. » Adrien a ri. Moi aussi, je crois, par réflexe. Si vous avez déjà été dans une pièce où quelqu'un vous évalue à voix haute, en faisant semblant de vous complimenter, vous savez exactement de quel rire je parle. Mettez un like si vous le savez, abonnez-vous parce que la suite vous concerne sans doute, et partagez avec celle qui, en ce moment, se demande si elle a trop donné. Maintenant, laisse-moi continuer. Le mardi 14 octobre, donc, je suis devant le restaurant. Je porte un chemisier en lin écru, un pantalon noir cigarette, le médaillon en argent de ma grand-mère Caïna autour du cou. Je pousse la porte. Le maître d'hôtel, Sébastien, qui me connaît depuis 7 ans, me regarde et baisse les yeux. Je le note sans encore comprendre. Je passe devant le mur de la caisse. Le cadre du registre du commerce a été changé. Le verre est neuf. Et en passant, je lis 2 secondes pas plus, 2 noms, le sien et un second que je ne reconnais pas, Camille Brunet. Je me dis que j'ai mal lu, que c'est sûrement le nouveau second, je n'ai pas mes lunettes. La femme blonde derrière le bar relève la tête. Sa bouche bouge, elle dit quelque chose à Adrien qui sort de la cuisine avec son tablier en cuir noir et lui me sourit avec cette douceur exacte qu'il prend quand il sait qu'il va me faire mal et qu'il veut anesthésier d'avance. Mireille est au fond, à la table 6, un verre de blanc à la main. Elle me fait un petit signe. Je m'assois. Adrien dit « Salomé, on est si content que tu sois venue » et il prend un verre et il fait teinter sa fourchette contre le verre et 34 clients tournent la tête. Et je comprends,
à cette seconde précise, que je viens d'entrer dans une pièce qui a été préparée sans moi. Adrien lève son verre, sourit comme s'il avait répété, et dit « Chers amis, ce soir je voulais clarifier ma vie devant vous, parce que les choses faites en pleine lumière sont les choses faites bien. Je veux vous présenter Camille Brunet, ma femme, et remercier publiquement Salomé pour tout ce qu'elle a apporté à ce restaurant pendant ces années, et lui demander avec toute la délicatesse possible de bien vouloir récupérer ses affaires d'ici dimanche soir. » Il a dit ça d'une seule traite, comme on récite un menu. Je me souviens que mon premier réflexe a été de regarder ma serviette en lin blanc qu'on avait posée sur l'assiette plate, parce que je l'avais déjà à moitié dépliée sur mes genoux, et que je trouvais idiot d'avoir touché ce tissu pour rien. C'est étrange ce qu'on remarque quand le sol disparaît. Pas la phrase, le tissu. Camille a souri, un sourire tendu, le sourire de quelqu'un qui a répété aussi, mais moins bien. Mireille a porté son verre à ses lèvres avec une lenteur qui m'a presque fait rire. Une cliente à la table d'à côté a dit « Oh » à voix haute, et son mari a dit « Chut ». Sébastien, derrière la caisse, regardait le sol. Je n'ai pas pleuré. Je veux que tu saches ça, je n'ai pas pleuré, et ce n'est pas une fierté, c'est juste un fait technique. Mon corps n'a pas trouvé l'instruction. Je me suis levée. J'ai replié la serviette en 4, lentement. J'ai posé la serviette sur l'assiette plate, et j'ai dit, à voix basse mais nette, « Adrien, je vais demander la note. » Il a entrouvert la bouche pour répondre quelque chose, mais je le voyais déjà chercher la phrase, et je n'ai pas attendu qu'il la trouve. J'ai marché jusqu'à la porte, et en passant devant le bar, je me suis arrêtée une demi-seconde devant Camille. Je l'ai regardée dans les yeux, et j'ai dit « Juste pour elle, vous me direz comment ça se passe dans 2 ans. » Elle a cligné. C'est tout ce que je voulais. Dehors, l'air sentait le tilleul mouillé, parce qu'il avait plu à 6 heures et que les pavés respirent encore quand on les frôle. J'ai marché jusqu'à ma Clio, garée à 30 mètres. Je me suis assise. J'ai posé les mains sur le volant. Je suis restée 11 minutes sans démarrer. Je sais que c'était 11 minutes parce que j'ai regardé l'horloge digitale du tableau de bord, 19h22, puis 19h33, et j'ai démarré. J'ai pris mon téléphone à un feu rouge avant de rentrer rue de la Loge et j'ai écrit un seul SMS à un homme que j'avais rencontré il y a 2 ans à un dîner chez une amie commune, un avocat en droit des affaires qui s'appelait Étienne Roussillon et qui m'avait posé ce soir-là, en passant, une question étrange sur les statuts de la SARL d'Adrien, que je n'avais pas su comment prendre. Je lui avais répondu vaguement, et il avait souri en disant « Bon, gardez bien vos copies, c'est tout. » Je lui ai écrit « Ce mardi soir-là, tu es libre vendredi. » Il a répondu en moins de 2 minutes. « Oui, 10 heures, mon cabinet. Viens avec tout ce que tu peux trouver. » Je suis rentrée chez moi. Carmin, mon chat, m'a regardée comme si j'étais en retard. Je n'ai pas allumé la lumière du salon. Je me suis assise à la table en chêne de mon père, j'ai posé le téléphone à plat, je n'ai rien fait pendant 1 heure. Pas pleurer, pas manger, pas penser. Quand je me suis relevée, je suis allée chercher le classeur en carton beige sur l'étagère du couloir, celui où je range tout ce qui compte. Je l'ai posé sur la table. Je l'ai ouvert. Et la convention de prêt de février 2021 n'était plus là. Je ne dis pas que je l'avais perdue. Je dis qu'elle n'était plus là, ce qui est différent. Le mercredi, je n'ai pas dormi. Le jeudi non plus. J'ai rangé l'atelier méthodiquement, parce que c'est ce que je fais quand le sol disparaît. Je range, je plie, je classe. La fibre rouge de la tapisserie d'Aubusson a fini par sortir de sous mon ongle pendant la douche du jeudi matin. Je l'ai regardé tomber dans le siphon. J'ai pensé à mon père. Je lui ai dit, à voix très basse, « Papa, j'ai fait une bêtise. » Il n'a pas répondu, évidemment, mais le fait de le dire m'a calmée. Pendant ces 3 jours, des choses ont bougé dans le quartier Écusson sans que je m'en aperçoive vraiment. Le jeudi en fin d'après-midi, mon amie Hélène, qui tient une galerie rue de l'Aiguillerie, m'a appelée. Elle a dit « Salomé,
Je ne veux pas que tu apprennes ça par quelqu'un d'autre. On raconte que tu aurais essayé de saboter la livraison de truffes de la semaine dernière au restaurant, que tu aurais appelé le fournisseur pour annuler. Je n'ai même pas le numéro du fournisseur. J'ai raccroché doucement. J'ai compris à cet instant qu'Adrien n'allait pas seulement se débarrasser de moi, il allait construire une version. La version où je serais devenue instable, jalouse, encombrante, où il aurait, lui, eu la patience d'un saint pendant 9 ans avant de devoir me protéger de moi-même. Je continue de penser à ce que ça veut dire quand quelqu'un utilise ton amour pour lui comme une arme contre toi. Quand il sait à quelle porte frapper parce qu'il sait que tu vas répondre, et qu'il met cette connaissance dans un dossier au lieu de la mettre dans une caresse. Si tu t'es déjà retrouvé dans une pièce comme celle-là, ou si quelqu'un autour de toi y est en ce moment, écris-le-moi en commentaire. Je les lis tous, vraiment. Pas pour répondre, pour savoir qu'on est plusieurs. Le vendredi matin, j'ai mis le chemisier en lin écru et le pantalon noir. J'ai pris le classeur beige et un cahier rouge où j'avais noté pendant 3 ans toutes les fois où Adrien m'avait demandé de l'argent supplémentaire, et je suis allée au cabinet d'Étienne, rue Foch. Étienne m'a fait asseoir, m'a servi un thé sans demander, et m'a dit « Racontez-moi du début, sans omettre les choses que vous trouvez ridicules. » Je lui ai tout dit, en 2 heures. À la fin, il a sorti d'un tiroir une chemise cartonnée bleue, déjà épaisse, et l'a posée entre nous. Il a dit « Salomé, je ne vous mentirai pas. J'ai commencé ce dossier il y a 2 ans, le jour où on a parlé des statuts. Je n'ai rien fait, parce que ce n'était pas à moi d'agir, mais j'ai archivé chaque chose que vous m'avez dite ensuite à des dîners. J'avais peur que ça arrive. Je suis désolée que ça soit arrivé. » J'ai regardé la chemise. Je n'ai rien dit pendant longtemps. Et puis j'ai dit « Est-ce que vous pensez que je suis idiote ?» Il a répondu « Non, je pense que vous êtes amoureuse, et que ça a été utilisé contre vous, ce qui est très différent. » Et il a ajouté « Première chose à faire, retrouvez l'original de la convention. Si vous ne l'avez plus chez vous, on va voir la banque. » J'ai appelé Béatrice Ponce, mon ancienne banquière au Crédit Mutuel rue Maguelone, le vendredi en fin d'après-midi. Elle m'a rappelé le lundi à 9h10, sa voix était sèche. Elle a dit « Salomé, j'ai retrouvé le scan envoyé en 2021 pour valider le virement. C'est exactement la convention initiale, signée des 2 parts. Mention « Prêt remboursable », taux 2%, échéance février 2028. » Je suis venue le chercher dans l'heure. Je l'ai posé devant Étienne le lundi à 13h. Il a souri, du sourire qu'on a quand on tient enfin la pièce. Et il m'a dit « Maintenant, on attend le moment. » Le mardi suivant, à la sortie de la messe d'enterrement de Monsieur Caillou, un voisin commun mort à 82 ans, sur le parvis de l'église Saint-Roch, je suis tombée sur Adrien et Camille. Mireille était avec eux. Adrien a souri, ce sourire chargé, et il a dit, à demi-voix, mais devant 2 notaires de notre quartier que je connaissais de nom, « Salomé, j'espère que la phase de transition se passe bien. » J'ai eu un quart de seconde. J'ai senti la pince en écaille de mon chignon contre ma nuque. Et j'ai répondu, sans monter d'un ton, « Adrien, je préfère qu'on garde nos affaires à l'écrit. C'est plus clair pour tout le monde. » Camille a tourné la tête. Mireille a serré le bras de son fils. Les 2 notaires ont regardé Adrien d'une manière nouvelle. Adrien a ouvert la bouche. Je n'ai pas attendu. J'ai fait 3 pas, je suis montée dans ma voiture et j'ai démarré. Mon téléphone a vibré au feu rouge, devant le palais de justice. C'était Étienne. Il avait écrit « Le greffe nous reçoit jeudi à 14h. Apporte la convention. » Le jeudi, il a plu sur Montpellier de la manière dont la ville sait pleuvoir, fine, longue, presque polie. Étienne et moi, on a marché ensemble du cabinet jusqu'au tribunal de commerce, sous un seul parapluie noir, et il m'a dit en chemin « Salomé, écoute-moi bien, on ne va pas plaider aujourd'hui, on va seulement consulter le greffe pour récupérer les actes officiels du restaurant. C'est public, mais il faut savoir ce qu'on cherche. »
Au greffe, l'agente était une femme d'une cinquantaine d'années, avec des lunettes en demi-lune. Elle a tapé 2 numéros, elle a imprimé 6 pages. Étienne a payé les 7,20 € du tampon avec sa carte. Sur le trottoir, sous le parapluie, il a regardé la première page. Il a relevé les yeux vers moi très lentement et il a dit « Salomé, le 11 mars 2022, votre apport a été reclassé en compte courant non remboursable. Et le 22 février 2024, une certaine Camille Brunet a été nommée co-gérante avec libération de parts, ce qui veut dire qu'on a utilisé votre argent pour lui ouvrir la porte. » Il a ajouté « Et nous allons demander à voir le document de reclassification. Vous n'avez jamais signé ça, n'est-ce pas ?» Je n'avais jamais signé ça. Je l'ai dit calmement. Je crois que c'est à ce moment-là que mon corps a enfin compris, parce que mes mains se sont mises à trembler une fois, une seule, comme un chat qui éternue, et puis ça s'est arrêté. Étienne m'a posé une main sur l'épaule, 2 secondes, pas plus. Il a dit « On s'en occupe ». Pendant les 3 jours qui ont suivi, Étienne a obtenu copie du document de reclassification du 11 mars 2022. Il l'a montré à un confrère graphologue assermenté de Nîmes, un certain Xavier Granet, à qui il avait travaillé sur un dossier d'héritage en 2021. Granet a comparé ma signature sur la convention originale du Crédit Mutuel avec ma signature sur le document de reclassification. Il a rendu son rapport le lundi suivant à 9h du matin, 6 pages denses, et la conclusion tenait en une phrase « La signature apposée le 11 mars 2022 n'a pas été tracée par la même main. Elle est une imitation au calque, réalisée à partir d'un original photographié, probablement à l'aide d'une lampe de transmission. » Étienne m'a appelé à 9h12. Il a dit « Salomé, c'est faux en écriture privée, c'est 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Et je ne vous demande pas si on dépose plainte, je vous demande si on convoque d'abord pour leur donner une chance d'exécuter ou si on dépose tout de suite. » J'ai pris une seconde. Et j'ai dit « On convoque. Je voudrais qu'ils sachent que je sais avant que la justice le sache. » Étienne a souri au bout du fil. J'ai entendu le sourire. Il a dit « C'est bien. C'est plus élégant. On convoque chez Maître Vidal le mercredi 5 novembre à 10h. » La veille, Étienne m'a appelé à 22h. Il a dit 2 choses. La première, c'est que pour préparer cette réunion, il avait fait sortir une dernière pièce. Et il a marqué une pause, comme on marque une pause avant une chose lourde. Il a dit « Salomé, j'ai aussi reçu copie de l'acte de mariage civil entre Adrien Lefranc et Camille Brunet, célébré à la mairie d'Aigues-Mortes le 11 juin 2024. » La date m'a percuté doucement. C'était le jour où j'étais à Florence pour restaurer une tapisserie au Palais Pitti. Adrien m'avait dit « Reste, j'irai voir ma mère ce week-end, profite. » Profite. Tu vois, c'est cette précision-là qui finit par te dire la chose vraie, plus que les grandes phrases. Il savait. Avant que tout ça ne commence, il savait déjà ce qu'il faisait. Et il a choisi ce jour-là de faire ça, pendant que je musais les yeux sur une soirée du 17e pour pouvoir lui rembourser symboliquement quelque chose qu'il m'avait pris au calque. Si ça vous a touché comme ça m'a touché à ce moment-là, mettez un like s'il vous plaît. C'est petit, je sais, mais ça veut dire que vous êtes là, et que je ne raconte pas ça dans le vide. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite, parce que la suite est précisément ce qui nous est arrivé dans la salle de réunion du notaire le lendemain. La seconde chose qu'Étienne m'a dite à 22h, c'est « Salomé, demain ne dites rien tant que je ne vous fais pas signe. Asseyez-vous, écoutez, regardez-le et laissez-moi parler le premier. Vous parlerez à la fin, une seule phrase, et vous l'aurez choisie ce soir. Réfléchissez bien à laquelle. » J'ai raccroché. J'ai mis Carmin sur mes genoux. J'ai cherché ma phrase. J'en ai écrit 12 sur un cahier. J'en ai déchiré 11. La 12e, je l'ai pliée en 4 dans la poche intérieure du gilet en laine grise. Le mercredi 5 novembre,
à 9h50, je suis arrivée à pied au cabinet de Maître Vidal sur l'esplanade Charles de Gaulle, parce que j'avais besoin de marcher. Étienne était déjà là. Il portait son costume gris anthracite et le stylo-plume pélican de son père. Maître Vidal nous a fait entrer dans une salle de réunion lambrissée avec une grande table en noyer. Adrien est arrivé à 10h05, costume gris anthracite lui aussi, mais le sien tombait moins bien, comme s'il avait grossi et n'avait pas refait reprendre la veste. Camille était à côté de lui, en tailleur bleu marine, le menton trop haut. Mireille fermait la marche, son sac à main posé sur les genoux à peine assise, comme quelqu'un qui se prépare à partir. Adrien a parlé le premier. Étienne a souri légèrement et l'a laissé. Adrien a dit « Maître, mes amis, je suis venu ici dans un esprit de réconciliation. J'ai aimé Salomé, je l'aime encore d'une certaine manière. Il y a eu beaucoup de confusion comptable pendant les années difficiles du restaurant, et je propose de tourner la page proprement. 60 000 € en 6 mensualités, contre quittance générale. Je crois que ce serait digne pour tout le monde. » Il a dit le mot « digne » en me regardant. J'ai senti la phrase pliée dans ma poche. J'ai regardé Étienne. Étienne a hoché la tête, à peine, et il a posé sa serviette sur la table. Il a sorti 3 documents, l'un après l'autre, sans hâte, en alignant les angles. Le premier, la convention de prêt originale du 22 février 2021, telle que la banque l'avait conservée, signée des 2 mains, mention prêt remboursable. Le deuxième, le document de reclassification du 11 mars 2022. Le troisième, le rapport graphologique de Maître Granet, 6 pages, conclusion en haut de la première. Et il a dit « Adrien, asseyez-vous bien, parce que je voudrais aussi vous montrer un 4e document. » Il a sorti l'extrait du registre du commerce avec la date de cogérance de Camille et l'acte de mariage civil du 11 juin 2024, posé doucement sur les 3 autres. La salle est devenue un genre d'air sec. Mireille fixait le tapis. Camille a regardé son mari pour la première fois sans le voir vraiment. Adrien a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte, a dit « Salomé, écoute » et n'a pas continué la phrase. Étienne a parlé, calmement, comme on lit un menu, faux en écriture privée, abus de confiance, escroquerie aggravée, article 441-1 et 313-1 du Code pénal. Plainte sera déposée demain matin au parquet de Montpellier si la convention initiale n'est pas exécutée. Capital 380 000 €, intérêts légaux courus depuis février 2021, dommages et intérêts, soit 462 800 € sous huitaine. Il a posé le stylo pélican sur la table, capuchon vers Adrien. Adrien a regardé sa mère. Mireille n'a pas levé les yeux du tapis. Adrien a regardé Camille. Camille a regardé la fenêtre. Adrien a regardé moi. Il a dit, à voix très basse, « Salomé, je ne voulais pas. » Je suis restée assise pendant 11 minutes. Je sais que c'était 11 minutes parce que la grande horloge en bois sur la cheminée du cabinet de Maître Vidal compte le temps avec un balancier qu'on entend respirer. Je n'ai rien dit pendant 11 minutes. Je l'ai regardé. J'ai regardé Camille. J'ai regardé Mireille. Je suis revenue à lui. Et puis je me suis levée. J'ai mis ma main contre la poche intérieure du gilet. J'ai senti le papier plié en 4 et je n'en ai pas eu besoin parce que la phrase était déjà sortie de ma bouche au moment où je me suis levée. J'ai dit « Adrien, j'aurais préféré que tu me demandes. » J'aurais peut-être dit oui. Et je suis sortie. Sur l'esplanade Charles de Gaulle, le soleil de novembre tombait doré entre les platanes. Je me suis assise sur un banc. Je n'ai pas pleuré. Je n'étais pas victorieuse. J'étais seulement très fatiguée, et sous la fatigue, quelque chose qui se calmait enfin, comme un drap qu'on plie pour la dernière fois. Mon téléphone a vibré dans la poche du gilet.
Ce n'était pas Étienne. C'était un nom que je n'avais pas vu s'afficher depuis presque 2 ans. Camille Brunet. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le téléphone vibrer 3 fois sur le banc en bois de l'esplanade et j'ai regardé un pigeon piquer une miette de pain à 1 mètre de mes pieds. Et j'ai pensé à mon père, qui aurait dit « Ne décroche pas tant que tu ne sais pas quoi répondre ». J'ai laissé sonner. Camille a écrit, dans la foulée, un message texte. Il faisait 4 lignes. Salomé, je suis désolée, je viens de comprendre des choses. Je ne sais pas quoi vous dire, mais je voulais que vous sachiez que je n'étais pas au courant pour le document. Je l'ai lu 2 fois. Je n'ai pas répondu. J'ai mis le téléphone dans ma poche. Je suis rentrée à pied jusqu'à la rue de la Loge. J'ai monté les 4 étages. J'ai retiré mes derbies à l'entrée comme je l'ai toujours fait, et j'ai mis de l'eau à chauffer pour un thé. Carmin a sauté sur la chaise à côté. Étienne m'a appelé à 17h. Il avait reçu un courriel de l'avocat d'Adrien, un certain maître Trémollet, à 16h22, demandant un délai de paiement de 15 jours et l'engagement de ne pas déposer plainte au pénal. Étienne avait répondu, avec son calme habituel, 8 jours, virement direct, et nous nous réservons toute voie de droit, signé. Le virement de 462 800 € a été crédité sur mon compte au Crédit Mutuel le mardi 11 novembre à 11h14. Je sais l'heure parce que la notification est tombée pendant que je nettoyais une soierie au pinceau et que j'ai dû arrêter pour ne pas trembler sur le tissu. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas envoyé un message à Yasmine. Je n'ai pas appelé maman à 7. J'ai simplement reposé le pinceau, je suis allée à la fenêtre de l'atelier, j'ai regardé les vieux platanes du Masdrevon et j'ai dit à voix basse « Papa, c'est fait ». Pendant les semaines suivantes, j'ai appris des choses sans les chercher. Le restaurant Les Jardins de Mireille a fermé administrativement le 24 novembre, parce qu'Adrien avait dû dégager les fonds pour me rembourser et qu'il n'a pas pu honorer simultanément les fournisseurs et l'URSSAF. La fermeture a fait 2 paragraphes dans le Midi Libre. Mireille Lefranc, ai-je su par Hélène, a demandé à son fils de quitter la maison familiale de Castelnau-le-Lez où elle l'avait laissé revenir en septembre. Camille a quitté Adrien le 28 novembre. J'ai appris ça par une commande qu'elle a passée à mon atelier, en novembre, pour restaurer une nappe en lin ancienne qui avait appartenu à sa grand-mère. Je l'ai prise. Je l'ai facturée au tarif normal. On s'est vu une fois, 20 minutes, à l'atelier. Elle est arrivée avec un visage qui avait perdu son menton trop haut. Elle a dit « Salomé, je ne savais pas pour le document de mars 2022. Je vous demande pardon. Je sais que je ne suis pas en position de demander quoi que ce soit. Je voulais juste que vous le sachiez. » J'ai répondu, posément, « Je vous crois sur le document, et je n'ai rien à vous pardonner parce que vous ne m'avez rien fait à moi. C'est à vous-même qu'il faut pardonner d'avoir cru un homme qui mentait à une autre devant vous. » Elle a hoché la tête. Elle est repartie. La nappe a été prête 3 semaines plus tard. Elle est venue la chercher, elle a payé. On ne s'est pas reparlé. Je ne crois pas qu'on se reparlera, et c'est très bien. Yasmine, ma sœur, a fait un trajet Lyon-Montpellier en TGV un samedi pour me serrer dans ses bras pendant 2 jours, et elle a été la seule à dire la phrase juste. Elle m'a dit « Tu vois, ce qui te sauve, c'est que tu n'as jamais menti sur une signature, et c'est exactement ce qui les a perdus. » Maman, à 7, m'a appelé le 1er décembre. Elle ne s'excusait pas, ma mère ne s'excuse jamais, mais elle m'a parlé pendant 45 minutes en me racontant des choses sur sa propre mère, Kaïna, que je n'avais jamais entendues, et c'était sa manière de dire qu'elle savait. Je l'ai laissé parler. Adrien m'a écrit 2 fois en décembre. La première, un long message confus de 8 lignes où il essayait d'expliquer qu'il avait été manipulé par sa mère, par Camille, par le comptable, par tout le monde sauf lui-même. Je n'ai pas répondu. La seconde, un message court, 2 phrases. Salomé, je suis désolée pour ce que j'ai fait à ta signature. C'était impardonnable. Je n'ai pas répondu non plus. Mais celui-là, je l'ai gardé. Étienne et moi, nous nous sommes vus 7 fois en 2 mois, toutes des rendez-vous officiels au cabinet, 2 cafés, et une fois au marché du dimanche aux Arceaux,
où il faisait ses courses avec sa fille. Il m'a présenté à sa fille comme une amie. C'était très bien comme ça. Le 18 décembre, j'ai écrit la lettre. Pas une lettre à Adrien. Une lettre à moi-même, à la femme de 41 ans qui s'était assise dans la voiture pendant 11 minutes le 14 octobre. 3 pages, à la main, sur du papier vélin de Vidalon. Je lui disais que je l'avais retrouvée. Que sa générosité n'était pas une bêtise, mais qu'on n'a pas le droit de signer pour quelqu'un qui ne signe pas pour nous. Que les objets gardent les morts, que les signatures gardent les vivants, et qu'il faut être attentive aux deux. Que la dignité, ce n'est pas l'absence de blessure, c'est le refus de la maquiller. Je l'ai lu à Étienne au téléphone, parce que ma sœur n'était pas là. Il a écouté en silence, et à la fin il a dit une seule phrase. Vous êtes redevenu exactement qui vous étiez avant lui, et c'est rare, ne perdez pas ça. J'ai mis l'appartement haussmannien de la rue de la Loge en location pour 6 mois à partir du 1er janvier. J'ai accepté une commande de 6 mois au Musée des Tissus de Lyon pour restaurer une tenture du XVIIe représentant Diane Chasseresse. J'ai loué un petit 2 pièces près du parc de la Tête d'Or. Carmin est venu avec moi. Yasmine habite à 20 minutes en métro. Le 5 février, à Lyon, par une fenêtre ouverte sur des toits de zinc et un ciel pâle, je pliais un drap blanc qui sortait de la machine. C'est un geste que ma mère faisait, plier en 2, plier en 4, plier en 8, le coin droit contre le coin gauche, sans jamais regarder ses mains. Je l'ai fait. Je l'ai posé sur le rebord de la commode. Je n'ai pas allumé la radio. Je me suis assise. Je ne pleurais pas. Je n'étais pas heureuse au sens où on dit ce mot. J'étais à ma place. C'est une chose que les gens connaissent rarement, et c'est très différent du bonheur, c'est plus solide. J'ai parlé à mon père dans ma tête. Je ne lui parle pas à voix haute, ça ne se fait pas chez nous. J'ai dit « Papa, j'ai tenu ma signature. Tu m'avais dit ne signe rien que tu n'aies pas relu 3 fois. J'ai relu 2 fois en 2021. Je ne le ferai plus. Je m'appelle Salomé Vasseur-Kessous. J'ai 41 ans. Je sais enfin ce que ça fait d'être exactement là où je dois être. Si cette histoire est restée avec toi, je voudrais te demander quelque chose avant que tu partes. Est-ce qu'il y a, dans ta vie, quelqu'un qui t'a silencieusement protégé d'une manière que tu n'as comprise que des années plus tard? Quelqu'un qui a posé une question étrange à un dîner, qui a archivé un dossier sans rien dire, qui t'a tendu une main que tu n'as pas vue à l'époque? Si oui, dis-le moi en commentaire.